Bonsoir. Bonsoir. Donc déjà, on va peut-être commencer par se présenter. Myriam Mabeko. et Emma, qui ne peut pas être là ce soir, mais qui a co-traduit avec nous. Donc, Undrowned de Alexis Pollingham's, Non noyé, dont nous allons faire une lecture ce soir. Pour commencer, merci d'être là. Merci pour tous les chemins que vous avez traversés, les efforts que vous avez faits pour être présent. Et je vous propose, avant qu'on commence vraiment la plongée, de prendre un temps, peut-être les yeux fermés, si vous le souhaitez. Vous pouvez garder les yeux ouverts si c'est mieux pour vous. Juste pour essayer de penser à un être qui vous a permis d'être là ce soir. Il n'y a pas de forme, temporalité à cet être. Ça peut être une chose, une personne, un concept. Lorsque vous aurez en tête cette personne ou cette entité qui vous a permis d'être là ce soir, je vous propose de réouvrir les yeux pour les personnes qui ont fermé les yeux et de vous tourner vers un ou une voisine, et vous pouvez lui partager par le regard, par un sourire ou avec un mot, de la manière que vous souhaitez, cet être qui vous a permis d'être là ce soir. Pour continuer dans cette soirée qu'on pense un peu comme une... Enfin, c'est la fin de dimanche, quoi. C'est une fin de soirée, on est dimanche. Plutôt se mettre, si vous en avez l'envie, du côté un peu moins lumineux, pour pas être dans le spot et être du coup à la fin de la journée. Vous allonger, vous mettre vraiment dans une position où vous êtes à l'aise. Nous, ce qu'on a eu envie de vous proposer pour ce soir, c'est une plongée à travers quelques morceaux de Non noyé, qui est un livre structuré en plusieurs sections, qui nous invite chacune d'entre elles à porter notre attention sur quelque chose. Et on avait envie, pour commencer, de partager avec vous la préface et de l'envisager vraiment à partir de ce que ça vous donne comme image, ce que ça convoque pour vous. Alexis décrit beaucoup des gestes que l'on peut faire. Et je fais ce geste-là parce que c'est un geste qu'elle décrit dans le texte. Donc voilà, peut-être essayer aussi de faire vivre le texte à travers des gestes, des mouvements, ce que ça vous évoque. Donc, la préface s'intitule « Un manuel de dénoyade ». Quelle est l'échelle de la respiration? Tu poses ta main sur ta poitrine. Elle s'élève et retombe à longueur de journée. Mais est-ce là l'échelle de la respiration? Rien qu'aujourd'hui, tu as échangé de l'air et quantité de composés chimiques avec toutes les personnes que tu as côtoyées, avec toutes celles que tu as croisées. Mais la respiration se limite-t-elle à l'échelle de l'espèce? Les animaux, elles aussi, participent à cet échange de substances nécessaires à la vie. Oui, mais pas sans les plantes. Les plantes, suivant un processus inverse au nôtre, libèrent dans l'air ce dont nous avons besoin et prennent ce que nous donnons sans que nous n'ayons rien demandé. Et la planète elle-même, enveloppée par la respiration de l'océan,
diffuse son souffle dans le ciel. Quelle est l'échelle de la respiration? C'est l'échelle à laquelle tu participes maintenant. Tu n'es pas seul. Et de même que l'échelle de la respiration est collective, de même qu'elle traverse les frontières entre espèces, l'échelle de la noyade concerne tous les êtres sensibles. Quand je dis cela, je pense en particulier à une grande noyade, à une noyade encore en cours, une noyade où la traversée de l'océan a signifié que des personnes pouvaient devenir propriétés et que la vie pouvait être à vendre. Je parle du passage du milieu. Je parle de tous ceux qui s'y sont noyés et de tous ceux qui, malgré tout, ont continué à respirer. Et je m'interroge sur la distinction entre la noyade et le souffle. Je dis que celles qui ont survécu dans le ventre des bateaux, empilés les uns unes sous les autres, dans des circonstances irrespirables, sont les non-noyés. Et que les non-noyés respirent, inséparés de la noyade de leurs proches et de leurs partenaires de captivité. Je dis que leur souffle n'est pas distinct de la respiration de l'océan, qu'il ne se distingue pas de celui des baleines, nos parentes, qu'on y pourchasse. Ensemble, nous respirons, survivantes, inséparées, les unes des autres. La respiration des survivantes a créé un contexte, le contexte de la non-noyade. Respirer dans des circonstances irrespirables, c'est ce que nous faisons tous les jours, enserrés par l'étau du capitalisme racial, sexiste et fonctionnaliste. Nous sommes toujours en train de nous noyer. Et par nous, je n'entends pas seulement les personnes comme moi, dont les ancêtres ont survécu au passage du milieu. Car le moins que l'on puisse dire, c'est que l'échelle de notre respiration est planétaire. Est-ce que tu respires encore? Ce livre est une offrande à notre évolution, à la possibilité de pratiquer une autre façon de respirer. Plutôt que de poursuivre la trajectoire tracée par l'esclavage, la capture, la séparation et la domination, ainsi que les atmosphères irrespirables qui s'en sont dégagées. Je ne peux pas vous dire à quoi cette autre façon de respirer pourra ressembler, mais je sais que nos parentes mammifères marines ont développé d'incroyables savoirs pour apprendre à ne pas se noyer. Je fais donc appel à elles, comme institutrice, comme mentor, comme guide. Et je fais appel à vous, chères âmes sœurs qui respirez avec moi. Puissions-nous évoluer. Et à présent, avant d'aller un peu plus loin encore dans cette plongée, je vous propose de reprendre un temps pour sentir comment vous êtes allongé ou assise, les appuis que vous avez qui vous soutiennent, et peut-être poser une main sur la poitrine et sentir comment votre souffle fait bouger votre cage thoracique, peut-être fait bouger un peu plus loin dans votre corps, votre ventre, vos bras, s'étend dans tout votre corps. Peut-être sentir que ce souffle est commun et partagé avec les personnes autour de vous. Et puis, nous allons poursuivre cette plongée avec une invitation à ralentir.
17. Ralenti. Où croyez-vous donc aller à cette vitesse ? Cette section nous propose d'envisager le ralentissement comme une intervention stratégique dans un monde en accélération. Une réponse appropriée aux urgences qui nous donne le sentiment de ne pas pouvoir ralentir. La vitesse, les hors-bords, la cadence du capitalisme, la pollution érigée en norme de rentabilité menacent l'océan, nos compagnes mammifères marines et nos propres vies. Et si nous pouvions nous libérer de nos horloges internes et nous rappeler que la lenteur est efficace, qu'elle est pleine de promesses et d'élégance. Avant de plonger sous l'eau, la phoque commune ralentit son cœur. Oui, de 120 battements par minute, son cœur passe à 3 ou 4 battements par minute. Mais d'abord, elle expire. Quand elle est sous l'eau, l'oxygène dont elle a besoin est l'oxygène qu'elle a en elle. Son sang respire pour elle à travers ses muscles pendant qu'elle descend jusqu'à 450 mètres de profondeur. Assez profond pour ce qu'elle a à y faire. Elle ralentit son cœur, puis elle écoute. Elle rejoint le fond. Elle sait. Et si tu pouvais entendre le monde entre les battements de ton cœur ? Ralentir suffisamment pour sentir la confiance s'approfondir. Comment puis-je apprendre à dire à mon cœur de ralentir ? La pression monte. En ralentissant, nous pouvons disposer de l'air dont nous avons besoin. Ralentis et fais confiance à l'océan en dessous de toi. Tu vis là, et dans ce dessous qui nourrit l'amour, tu sens la chaleur de tes larmes, l'élégance de ta survie, toi, parmi les phoques les plus abondantes. Et puis tu reviens. Tu remontes à la surface et tu fais courir ton cœur à la rencontre du ciel. Tu respires à nouveau pour sentir le monde, ton cœur. La vitesse de la reconnaissance, ton cœur. Le réveil de tes poumons. Je t'aime tellement que je serais prête à apprendre les changements de mon cœur. La façon dont il ralentit et les moments où il accélère. L'espace entre et toutes les proximités qu'il promet. Et alors je saurais respirer au rythme que l'amour réclame, qui n'est pas toujours le même, mais qui est toujours là. Mon cœur. La phoque commune vit une moitié de sa vie dans l'eau et l'autre moitié de sa vie sur terre. D'ici et de là, elle doit apprendre à connaître son cœur, à savoir ce qu'elle peut faire avec lui. Elle doit apprendre à connaître son souffle et ce dont il a besoin. Et moi aussi, je peux faire cela. Vivre une vie entière en faisant confiance à mon cœur. Malgré toutes mes impatiences et mes peurs. Connaître mon cœur comme l'amour te connaît toi et t'a toujours connu. Est-ce que vous êtes prête ? Expirez. La lamantin d'Amazonie est dépourvue d'ongles. Ses dents rondes lui servent à mâcher des plantes. Tout le long de sa vie, ses dents poussent et se remplacent. Sa seule protection, c'est son foyer. Les eaux sombres et fraîches du bassin du fleuve Amazone, et quand le fleuve déborde, la forêt.
on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait de son temps libre. Quant à ce qui impacte le plus son bien-être, l'eau. Les niveaux de l'eau. Là où l'eau flue. L'eau est son foyer. La Lamentin d'Amazonie vit dans l'Amazone. Pas le lieu le plus sûr pour celles qui s'efforcent d'y vivre. Son habitat, comme celui de tous les animaux et de toutes les plantes de la région, est constamment menacé. Des intérêts commerciaux ont conduit à couper et brûler et calciner l'essentiel de la région. En 2019, des incendies gigantesques ont ravagé la forêt et le moins qu'on puisse dire, c'est que les réponses se sont fait attendre. Des politiciens négationnistes, comme Bolsonaro, ont mis les incendies sur le dos des activistes écologiques, faisant traîner les réactions gouvernementales. En cas d'incendie, l'eau qu'on utilise est celle du fleuve Amazone, là où vit la Lamentin. Et ces incendies ont fait leur pire ravage au mois d'août, quand les eaux étaient au plus bas. Considérons l'histoire de la Lamentin d'Amazonie qui, comme sa maison, a été sacrifiée au nom du commerce. Ce n'est pas seulement qu'elle n'a presque plus d'endroit où vivre, c'est que son corps est chassé, sa vie paisible harponnée. Il était une fois un temps, 1935-1954, où sa chair et sa peau faisaient partie des principales exportations du Brésil. Ces familles, autrefois importantes, ont réduit leur taille. Les rapports disent que, même si la Lamentin d'Amazonie est intégralement protégée, on continue de la chasser pour sa viande qui sert de nourriture à l'armée. La même armée qui se refuse à protéger les poumons amazoniens de la terre. La même armée qui, au mieux, ne fait rien quand on assassine des activistes, surtout si elles sont noires ou indigènes, des activistes et des visionnaires qui s'opposent à la violence du capital contre l'environnement et à l'exploitation de leur peuple. L'Amazonie. Vraiment pas le lieu le plus sûr pour celles qui s'efforcent d'y vivre. Pendant tout ce temps, qu'a-t-elle donc appris, la Lamentin d'Amazonie ? On dit qu'elle est la plus sociale des Lamentins du monde. Elle, qui est sans ongles. Au-delà des liens entre la mère et son bébé, elle voyage constamment en famille. Aujourd'hui par dizaines, autrefois bien plus nombreuses. On dit que ce qu'elle étudie, ce n'est ni le jour ni la nuit, mais l'eau et ses mouvements, et combien il y en a, et comment s'en nourrir, et comment elle évolue. À la saison sèche, on dit qu'elle a des réserves. Le gras est une stratégie qui paye. Elle peut passer 200 jours sans manger. Une hibernation flottante. Elle a appris à attendre le retour de l'eau. Elle se prépare pour le temps que cela nous prendra de nous rappeler à notre condition d'être qui respire. Pourra-t-elle attendre que nous arrêtions de trahir nos enfants ? Pourra-t-elle attendre que nous arrêtions de vendre l'air qui emplit nos poumons ? Pourra-t-elle attendre que nous apprenions à être à la maison ? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est l'eau et comment elle monte à la surface quand je pense à toi. L'eau est ce dont elle m'inonde quand je sais. L'eau est ce qu'elle signifie et ce qu'elle pourrait faire et comment nous en avons besoin. Dans un monde en feu où nous sommes appelés à évoluer. Vu d'un certain angle, on pourrait me prendre pour une pierre. J'ai des défenses, mais on ne les voit que lorsque je le décide. C'est moi. C'est moi qui ai tondu la pelouse de la mer, qui ai dessiné des cercles de culture dans les champs immergés, comme autant de cartes pour des villes sous-marines. Et quand ta cupidité s'est mise à déranger mes jours, j'ai changé. Je suis devenue nocturne. Je bouge lentement mais avec constance et je me déplace sur des milliers de kilomètres. Parfois, pour reprendre mon souffle,
Je me redresse sur ma queue. Est-ce que tu sais qui je suis ? Les scientifiques disent qu'ils ne savent pas pourquoi, parfois, nous nous ressemblons par centaines. Et je ne suis pas prête de vous le dire. Avec une queue pareille à celle de la baleine et un corps qui ressemble à celui de la lamantin, les dugongs sont les plus proches parentes encore vivantes d'Hydrodamalis gigas, aujourd'hui éteinte. Naviguant le long des côtes de l'Afrique de l'Est, de l'Asie et de l'Australie, les dugongs sont les seuls membres de l'ordre des siréniennes, les sirènes originelles, à vivre dans les océans Indien et Pacifique. Ce sont les vedettes de quantité d'aventures touristiques. Tout le monde n'est pas d'accord sur la manière dont se déroule leur rituel amoureux. Dans certaines zones, les dugongs assignés femelles attirent un groupe d'assignés mâles. Dans d'autres, les dugongs assignés mâles se donnent en spectacle pour attirer les assignées femelles. Sans parler de toutes les sortes d'attractions que les scientifiques n'ont pas encore appris à regarder ou à catégoriser. Ni de toutes les fêtes que les dugongs célèbrent et qui semblent n'être au service d'aucune fonction reproductive ou nutritionnelle. Peut-être que l'attraction n'est pas ce que vous pensiez. Peut-être que l'endroit où nous sommes est important. Peut-être que vous ne savez pas ce que nous voulons. Vu d'un certain angle, tu pourrais me prendre pour une pierre, traversant d'une respiration calme les eaux peu profondes. On me surnomme parfois vache ou chamelle des mers. Que peux-tu apprendre de cela ? La patience et la diligence. Quand se redresser ? Comment réarranger sa vie quand les conditions changent ? Voilà qui pourrait être utile. Je t'aime dans tous tes changements. J'aime tes lentes traversées. J'aime tes défenses que je ne peux pas voir. J'aime la manière dont tu pratiques l'amour pour des raisons que nul ne sait décrire. Parfois, tu aimes tellement la côte que tu te confonds avec son rivage. Tu te déplaces avec un tel calme que les algues te confondent avec le sol et poussent sur toi. Parfois, ta manière d'aimer a le tempo parfait. Très lentement, c'est déjà bien assez rapide. Alors continue de respirer. Peut-être que l'endroit où nous sommes est important. Alors peut-être que c'est le moment de vérifier que l'endroit où vous êtes est le bon. Si vous avez besoin de changer de position, d'ajuster un appui, d'attraper un coussin disponible, avant que nous continuions. « 18. Repose-toi. Et donc, il y a un temps pour se reposer. Comme les éléphants de mer qui passent un mois entier à se câliner et à changer de peau. Comme les phoques poussas qui, juste après avoir donné naissance, plongent dans les profondeurs pour une retraite solitaire. Comme les phoques grises qui offrent un tiers de leur poids au cours de l'allaitement, puis partent pour se régénérer. Cette section affirme l'urgence du repos, la nécessité de la régénération et la profondeur qui se révèle dans ce que le repos permet. La mère phoque grise perd près de 6 kilos par jour quand elle allaite. Cela signifie que dans les 3 à 4 semaines
que prend le sevrage, et avant de s'accoupler de nouveau, elle perd 83% de sa masse corporelle. Le poids maximal jamais mesuré chez une phoque grise assignée femelle, 200 kg. 6 kg, c'est un peu plus d'un tiers du poids de la bébé phoque à la naissance, qui pèse alors de 13 à 18 kg. En 3 ou 4 semaines, la bébé phoque aura triplé ou quadruplé de taille. La mère phoque grise prend tout de même des pauses pour manger, de temps en temps. Des pauses qui durent entre 1 et 3 minutes, y compris le temps de plonger jusqu'au fond marin et d'en remonter. S'agit-il d'un problème de mots ? Je pense au coût qu'implique toute création personnelle et intime, à ce que cela représente, à ce que nous donnons au monde que nous faisons éclore, au lieu dont nous prenons pour pouvoir donner et à la manière de les maintenir vivants. Une mathématique étourdissante. Mais peut-être qu'il s'agit d'un problème de mots. J'ai appris l'expression « donner tout ce qu'on a ». J'ai entendu encore et encore les louanges chantées de celles qui travaillent sans relâche, jusqu'à l'épuisement et jusqu'à la mort. Et à moi aussi, il m'est arrivé d'oublier de manger. Et si nous faisions le calcul ? 6 kilos par jour et pas plus de quelques minutes pour se nourrir. Un don d'une taille telle que c'est à peine si nous existons encore. Une plongée nécessaire et de laquelle nous devenons revenir sans attendre. Consciente de tout ce que j'ai donné de moi et qui s'éloigne à la nage maintenant. De tout ce que j'offre sans jamais le posséder. Et il me faut repartir de zéro, car pour toi, je me donne tout entière. Et je dois me refaire tout entière, car pour toi, qui pars de zéro, tout est encore à faire. Et puis, parfois, la phoque grise ira passer 20 jours seule en mer. Et elle se rappellera ces semaines passées dans l'urgence, des minutes rares, ce que cela lui a coûté, ce que cela lui coûtera. Et si je dis que mon amour est une ressource renouvelable, cela signifie que mon renouvellement est amour. Mon renouvellement est sacré. Mon renouvellement est tout. Mon renouvellement, c'est toi. D'ailleurs, ton corps tout entier en est fait. Mais à ce stade, peut-être qu'on ne compte plus. Postpartum, les phoques poussas plongent 10 fois plus profond qu'elles n'en ont l'habitude. Et elles restent là, dans les abysses, 2 à 6 fois plus longtemps. Personne ne sait ce qu'elles y font. Certaines théories suggèrent qu'elles s'y reposent. Et pourquoi pas ? Après une naissance à laquelle elles se sont apprêtées en construisant sous la glace les alvéoles de leurs abris pour protéger la famille des ours polaires et des êtres humains, après avoir tout fait pour que la vie puisse émerger, pourquoi pas ? Tout ce que je sais, c'est que les profondeurs des créatrices qu'on pourchasse ne peuvent être décrites en des termes superficiels.
et nous méritons l'espace pour réfléchir à ce que nous avons créé. Amour à vous, faiseuse de monde que personne ne voit. Amour à vous, faiseuse de vie qui dépasse toute vision. Amour à vous et gratitude envers la profondeur requise pour que vous puissiez, en privé, accomplir votre œuvre, cette plongée profonde. Vous aimez. Les Miorong, ou éléphants des mers du Sud, passent un mois entier à se blottir les unes contre les autres. Juste après la période des amours, une fois que tout est terminé, un mois entier fait de câlins platoniques avec leurs proches et leurs amis. Sur la plage, elles se serrent et se pressent les unes contre les autres. Et, pour l'essentiel du temps, elles font la sieste. Et c'est tout ce qu'elles font. Un mois entier. Ni chasse, ni amour, ni lutte territoriale. Juste des caresses à plein temps. Et pendant tout ce temps-là, elles changent de peau. Elles se font une peau neuve aux reflets argentés. À la fin du mois, elles s'éloigneront les unes des autres à la nage, passeront l'essentiel de leur temps, 600 mètres sous l'eau, à se nourrir. Mais pour l'instant, tout ce qu'il y a à faire, c'est dormir et oublier qui nous étions. Il y a des couches de moi dont j'aurais bien besoin de me débarrasser maintenant. Et le repos est la seule manière que j'ai de me renouveler. Un mois d'été où je serai à la maison, occupée à devenir iridescente, vulnérable, à vieillir et à rajeunir tout à la fois. Et toi ? Merci pour toutes les formes d'intimité qui m'apprennent ce que ma peau n'est pas et ce que mon armure n'a jamais été. Je te souhaite la sacralité du repos, un repos expansif, tentaculaire, ininterrompu. J'aime la part de toi qui émerge en traversant tout le reste. Tu mérites de te reposer assez longtemps pour laisser derrière toi ce dont tu n'as plus besoin. Et je place ma peau aux côtés de la tienne pour te dire que même quand tu as l'air d'être seule, je suis avec toi. Et j'attendrai jusqu'à voir les éclats argentés de ta peau quand tu repartiras. On va vous proposer un dernier plongeon avant de bientôt aller dormir. Pour cette lecture, on fera une lecture chorale à deux, un petit duo. Et cette section, c'est la première qui s'intitule « Écoute ». Comment écouter par-delà les frontières entre espèces ? Au milieu des extinctions et des souffrances. Comment l'écolocalisation
une pratique utilisée par de nombreuses mammifères marines pour naviguer dans le monde grâce au rebondissement du son, modifie-t-elle la compréhension que nous avons de nos capacités de vision et d'action visionnaire. Les réseaux sociaux ne sont-ils pas une technologie du rebond? Une technologie qui permet de lancer nos messages et d'observer ce qui nous revient. Ici commence notre communion transespèce. Par l'ouverture d'un espace où célébrer la pratique de l'écoute. Nous n'oublions pas la démonstration, ni la preuve, ni l'importance d'apprendre à prendre la parole, mais nous apprenons aussi à écouter. Nous apprenons que l'écoute n'est pas seulement une capacité normative à entendre le déjà dit. Nous apprenons qu'elle est une ressource transformatrice et révolutionnaire qui exige de pratiquer le silence et l'accordage. Il était une fois une mammifère marine géante qui pesait jusqu'à 23 tonnes et qui nageait dans la mer de Bering. En 1741, un naturaliste allemand a découvert l'Hydrodamalis gigas. Prenant ses aises dans une nage ample, au moins 3 fois plus grosse que la lamantin contemporaine. En 27 ans, l'espèce entière s'est éteinte, tuée lors de milliers d'expéditions européennes à la recherche de fourrures et de peaux de phoque. Donc, elle sait ce que nous savons. Elle sait combien il est dangereux d'être découverte. 27 ans. Qui d'autre n'a pas pu? Oui, qui d'autre? Qui d'autre n'a pas pu survivre que 27 ans parmi les êtres humains venus de l'Ouest? Jimi Hendrix, Jean-Michel Basquiat, même Amy Winehouse, Kurt Cobain. 27 ans, c'est une vie si courte. Comment faire le deuil et survivre à la violence d'être connu? Comment le capitalisme détruit-il si rapidement ce qui a mis des milliards d'années à évoluer? Comment savons-nous au juste de cette mammifère subongulée, apparentée aux éléphants et aux oryctéropes? Elle était entourée d'une large couche de graisse et on la chassait pour ça. On dit qu'elle ne pouvait pas chanter. Le seul son qu'elle émettait était sa respiration. Mais elle pouvait entendre à des kilomètres et des kilomètres. Quelle perte pour l'écoute. Comment pouvons-nous honorer l'archive de ta respiration? Certaines disent que ta mort était purement accidentelle. Tu étais apparemment sur la trajectoire prisée de celles qui chassaient les phoques et faisaient le commerce de leur fourrure entre la Russie et l'Amérique du Nord. Pendant 27 ans, ça a été une sorte de ruée vers l'or. Une ruée alimentée par l'appétit européen pour les chapeaux et les manteaux de fourrure. Tendance elle-même suscitée par la colonisation de l'Amérique du Nord, que les Européens à la mode ont commencé à rêver comme une grande réserve inépuisable de fourrure. Et elles étaient en route pour obtenir de la peau de phoque et de la fourrure. Et elles s'imaginaient qu'elles pourraient te tuer et te manger au cours du voyage. Est-ce qu'on se sent mieux maintenant? Est-ce qu'on a le cœur réchauffé? De savoir que ton extinction, la première extinction connue d'une mammifère marine causée par des êtres humains, a été un dommage collatéral dans la poursuite d'autres morts.
Chère sirène rugueuse, Que nous apprends-tu sur la respiration? Chère grande végétarienne, que pouvons-nous faire quand notre écoute diminue? Tu es plus qu'une preuve de la cruauté d'un monde dans lequel la peau est vendue à prix d'or. Tu es plus qu'un témoignage parmi d'autres des conséquences désastreuses des expéditions européennes. Plus qu'un crime à charge contre les ruées et les conquêtes. Plus que la folie d'un mode de vie dominant qui a bouleversé la planète sans être soucié, sans rien dire et sans qu'on puisse faire retour en arrière. Tu es plus que la toxicité de cette soif insatiable lancée à la poursuite des choses. Ce rêve de luxe qui menace ta survie. Cette soif t'a survécu. Et je sens qu'elle est à mes trousses. Que puis-je faire pour t'honorer maintenant qu'il est trop tard? Je pourrais t'honorer avec la rugosité de ma peau, L'épaisseur de mes frontières. la chaleur de ma propre graisse. Je pourrais t'honorer avec mon calme et ma respiration, avec la portée de mon écoute que j'entraînerai à être de plus en plus profonde. profonde. Je pourrais t'honorer par la lenteur de mes mouvements, Contemplatif et gracieux. contemplatifs et gracieux. Je pourrais essayer de te ressembler, même si l'on me dit que ce n'est plus à la mode. Et je me souviendrai de toi. Pas par le nom, écrit au possessif de celui dont on dit qu'il t'a découverte après des générations de relations indigènes. Je dirais, il était une fois une nageuse énorme et silencieuse, une amatrice de plantes pleine d'écoute et à la peau rugueuse, une mammifère grasse et gracieuse. Et puis je me tairai. pour t'entendre respirer. Puis, je respirerai. Et tu me rappelleras de ne pas me précipiter. Et le temps en moi se taira. Et alors nous écouterons vraiment. Au cours des 20 dernières années, les bioacousticiennes ont consacré beaucoup de temps à écouter différentes populations de grands dauphins dans la région Indo-Pacifique. Ces dauphins, comme la plupart des dauphins, savent reconnaître les sons émis de manière intentionnelle. Elles savent quand utiliser les hautes fréquences pour savoir où elles se trouvent Et quand utiliser les basses fréquences pour communiquer avec toi, quand le bruit ambiant devient trop fort. L'écolocalisation et la communication se chevauchent. Mais elles divergent. L'écolocalisation et la communication se chevauchent. Mais elles divergent aussi. Mais elles divergent aussi. Parfois, les sons que je produis me servent à mesurer mon environnement. Parfois, j'ai quelque chose à te dire. En général, c'est les deux. Les dauphins utilisent la graisse de leur front pour moduler l'écoute de leur biosonar. un procédé sans doute aussi sophistiqué que celui que j'utilise pour te parler. Parfois, j'ai l'impression de communiquer avec toi par des voix sous-marines. L'impact de ce que je dis dépasse ce que j'ai appris à dire à force Force de le répéter. Le bruit ambiant devient Plus fort. L'océan se réchauffe et j'ai besoin que tu saches où se trouve le fond Ce qui va nous nourrir. et à quelle distance se trouvent les requins. Parfois, mes prévisions me sont renvoyées en écho. Comme on renvoie une bonne gifle. Et je me rappelle alors Que que je ne sais rien. Je me rappelle que mon gros front a besoin de toi Et de de, tout- et de toutes tes prévisions pour survivre à cet espace sans cesse changeant. Ce qui veut dire que j'écoute humblement J'écoute humblement
et que j'apprends à prendre la responsabilité de mes fréquences. Je peux les réduire pour communiquer avec toi. Je peux réfléchir avant de m'exprimer. L'écolocalisation n'est pas synonyme de télépathie. Sa magie tient à la complexité de la vie des mammifères marines qui habitent le son. Je peux entendre ce que je ne peux pas encore voir. Je peux créer un monde entier de résonance, Et y vivre, nager à travers lui, être ton écho. siffle, Clic. si toi aussi tu peux sentir que je suis là. On dit que les dauphins d'eau douce ne sautent pas autant que les dauphins des océans. En raison du tumulte des eaux boueuses des fleuves, Elles ne peuvent pas s'appuyer sur leurs yeux. Leurs yeux rétrécissent, L'écolocalisation devient cruciale. leur écoute se charge de nuances, Elles deviennent expertes en forme et se donnent à elles-mêmes des formes longilignes, oblongues, comme la rivière. les différentes espèces de dauphins d'eau douce Du Gange et de l'Amazone, par exemple, ne sont pas apparentées génétiquement entre elles. mais physiquement Elles sont remarquablement similaires. Elles ont développé des formes communes. En raison de circonstances Communes. As-tu évolué ainsi? Toi qui vis aussi, Toi qui vis aussi au bord des fleuves? dans un contexte qui bouge si vite que tu ne discernes pas grand-chose en le regardant. Es-tu toi aussi en train de développer une manière d'écouter les lieux qui t'entourent? Pourrions-nous étudier ensemble les formes Avec la précision qui nous permettrait de bouger avec grâce et sinuosité, quand les circonstances le demandent, même, même si ton eau n'est pas la même que la mienne. Je suis fascinée par tout ce que l'écoute peut faire. Et à quelle vitesse il devient moins urgent d'être vu, De sauter dans les airs. de me montrer. Celles qui étudient les dauphins d'eau douce le savent aussi. N'essaye pas d'observer ces sages qui jamais ne sautent, Essaie plutôt de les écouter. de les entendre respirer. Je respire en prenant forme. Je façonne mes jours et la terre me façonne. Je façonne mon souffle pour qu'il serpente à travers les chemins sinueux qui s'offrent à moi. Je façonne ma tête pour qu'elle épouse le motif de mon souffle, Mon souffle est prière, la forme de la vie. le nom qui évolue. Tout ce que je peux voir, C'est le trouble qui dit que la vie bouge. je reste dans la prière Et je me tends vers toi pour écouter ton souffle. Il existe une dauphin que l'on ne trouve que sur les côtes d'Aotearoa, que les Maoris appellent parfois tupu, tupupu. Un mot qui est aussi employé pour dire Je me lève, ou, je me retourne, ou. je suis gravement malade. On dit que les météorologues maoris étudient ces dauphins depuis des siècles pour en tirer des informations sur le temps qu'il fait. Sur ce que nous pourrions avoir à endurer et pour combien de temps. Devrions-nous sortir en mer ou rester à l'intérieur? Le ciel va-t-il encore nous tomber sur la tête? Où le vent nous mènera-t-il? Les scientifiques occidentaux ont classé le saut du Tupupu de 3 façons. Horizontal, Vertical et et bruyant. bruyant signifie que tu atterris sur le côté, Sur le dos, sur le ventre, tu te relèves tu te retournes. et pendant un instant, Lorsque tu tombes, l'océan est ton tambour. et quelqu'un
quelqu'une écoute, Parce que la façon dont tu bouges dont tu atterris, est un signe du temps à venir. et tu sors des eaux, Et tu tombes bruyamment et tu tournes, et te retournes. et quelque chose dans ce climat te rend malade, n'est-ce pas? Moi aussi, j'écoute. À cause de ce que tu fais et de la direction vers laquelle tu pointes, À cause de ta chute et de son bruit. de là où tu vas et à quelle vitesse. Cela me dit quelque chose sur ce qui va arriver dans un ciel que Que je je ne ne peux même pas encore voir. voir. Et je t'aime. Pour toutes tes éclaboussures, Ce que tu as fait de ton corps. comment tu en as fait un tambour, Et je dis que ton jeu et tes coups sont prophétiques. et je dis que ton nom est un verbe, Une demande. et j'offre mes jours à l'urgence de ton instruction. Le temps change. Oui, Oui, je comprends. le temps change. Oui, je comprends. Merci pour votre écoute dans cette plongée. On s'était dit que s'il y avait des envies de dire quelque chose, signifier une Partagez résonance, partager, votre voyage, votre ouais, plongée. ça peut se faire dans l'espace-temps un peu vers le dodo. Ça peut être aussi, comme tout à l'heure, chuchoter à l'oreille de votre voisine. Ça peut rester aussi en vous, se donner un temps peut-être pour recueillir ce que vous avez traversé. Et puis j'en profite pour un peu, vu que la lumière arrive, dire que c'est un livre qu'on peut bien évidemment écouter et lire, mais qui se regarde aussi grâce aux magnifiques dessins de Maya Mindou, c'est vraiment une contribution de la traduction française, puisqu'il n'y a pas ces dessins-là. Donc voilà, je sais qu'il n'y a plus trop de livres pour se balader dedans, mais si vous avez envie que je fasse tourner mon exemplaire pour un peu voir les dessins qui illustrent, accompagnent, interprètent, je ne saurais pas comment dire. C'est dans le programme, mais dire que le 25, Alexis Pollingums sera là aussi pour présenter son livre ici à la compagnie. Voilà. Avec voilà, les 3 traductrices, Emma Biget sera là aussi, Myriam et moi-même. Merci encore et prenez le temps de revenir à vous après cette plongée. Merci.